Bonjour à tous, merci d'écouter VOA Afrique. C'est votre santé, votre avenir qui commence. Votre santé, votre avenir, c'est le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. À ce micro, je suis Mohamed Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons du PEPFAR, le plan d'urgence du gouvernement américain pour la lutte contre le sida. Le PEPFAR est mis en œuvre dans 65 pays, parmi lesquels la RDC. Docteur Lucien Kalenga. Actuellement, le PEPFAR cible 3 provinces, la province de Kinshasa, le Haut-Katanga et le Lualaba. Et l'enveloppe globale des financements PEPFAR pour le pays est autour de 65 à 70 millions de dollars. Nous irons aussi en Côte d'Ivoire où les fonds du PEPFAR ont produit quelques résultats satisfaisants grâce à la fondation Elisabeth Glaser, Dr Joseph Atia. Plus de 100 000 personnes ont été conseillées, testées et reçu le résultat du test donc en milieu communautaire. Pour ce qui concerne les orphelins et enfants vulnérables, c'est plus de 30 000 qui ont bénéficié des services de soins et soutien. Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le docteur Armand Genkap répondra une fois encore aux questions des auditeurs. Mais tout de suite d'abord, l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et comme d'habitude, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Kouyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Alors commençons par le Soudan où près de 250 enfants de plus de 5 ans ont été tués par des diarrhées aiguës depuis 10 mois. En effet, Mohamedou, entre la mi-août 2016 et le 2 juin 2017, quelques 15 000 cas supposés de diarrhée aiguë ont été enregistrés au Soudan, dont 279 mortels, rappelle le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires, qui cite ainsi des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère soudanais de la santé. Environ 87% des décès concernent des enfants de plus de 5 ans répartis dans 11 régions du Soudan, dont la capitale Khartoum, a précisé l'OCHA dans son dernier bulletin d'information. Et les autorités soudanaises redoutent le pire. Tout à fait, la saison des pluies approche et si la situation continue comme ça, elle pourrait prendre la forme d'une épidémie, a expliqué à l'AFP un responsable du ministère soudanais de la Santé sous le couvert de l'anonymat. Des centaines de personnes au Soudan sont touchées tous les ans par des maladies véhiculées par de l'eau insalubre. Outre la diarrhée, l'eau contaminée peut transmettre la dysenterie, la typhoïde et la poliomyélite, entre autres. Poursuivons avec la journée mondiale du donneur du sang qui a été célébrée le 14 juin. La campagne 2017 a rappelé l'importance du don de sang lors des catastrophes et situations d'urgence. Au cours de la dernière décennie, les catastrophes ont entraîné plus d'1 million de décès et les situations d'urgence touchent plus de 250 millions de personnes chaque année. Les catastrophes naturelles, séismes, inondations et tempêtes par exemple, créent des besoins considérables en termes de soins d'urgence. Les catastrophes d'origine humaine comme les accidents de la circulation et les conflits armés font naître aussi une importante demande de soins de santé et de traitements immédiats. Effectivement, Firmin, les besoins de sang sont énormes, mais les experts recommandent de faire attention à la transfusion sanguine. Oui, Mohamedou. Cette opération présente des risques de transmission d'infections graves dont le VIH et l'hépatite à travers du sang non sécurisé. Dans le but d'assurer l'accès à du sang et des produits sanguins sécurisés, l'OMS recommande le dépistage de la qualité des infections à transmission transfusionnelle dont le VIH, l'hépatite B et C et la syphilis. L'OMS recommande aussi des tests de confirmation des résultats de tous les donneurs réagissant aux marqueurs d'infection, tout comme la recherche des groupes sanguins et des tests de compatibilité, car certains groupes sont incompatibles. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Terminons par une étude publiée jeudi dernier dans la revue scientifique BMJ. Selon cette étude, les bébés nés des mères obèses sont plus exposés que les autres au risque de malformations congénitales. Les auteurs parlent notamment des malformations cardiaques pour ces bébés. Plus l'obésité de la mère est importante, plus le risque est élevé, soulignent les auteurs. Le risque est plus important pour les nouveau-nés garçons que pour les filles selon l'étude. C'est la raison pour laquelle il faut encourager les femmes en âge de procréer à adopter une hygiène de vie saine
et atteindre un poids dans les normes avant même de concevoir un enfant, écrivent les auteurs de l'étude. Cette étude interpelle aussi bien en Europe qu'en Afrique. La proportion de la population obèse n'a cessé d'augmenter dans le monde depuis 1980, doublant dans 73 pays jusqu'à toucher désormais une personne sur 10, selon une autre étude américaine parue lundi. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous le disions au début de ce programme, cette semaine nous parlons du PEPFAR. Le PEPFAR est le plan d'urgence du gouvernement américain pour la lutte contre le sida. Le PEPFAR a été lancé par le président George Bush en 2003. Les administrations Obama et Trump ont conservé ce plan. Depuis 2003, cette initiative a coûté près de 70 milliards de dollars aux contribuables américains. Le PEPFAR intervient dans 65 pays à travers le monde en mettant l'accent sur les pays à haute prévalence de VIH et qui n'ont pas toujours les ressources suffisantes pour faire face à la pandémie. Pour implémenter le PEPFAR, le gouvernement américain s'appuie sur des organisations publiques ou privées comme le CDC, le Centre de prévention et de contrôle des maladies. Notre invité cette semaine est le représentant du CDC dans le Haut-Katanga en RDC, le docteur Lucien Kalenga, puisqu'il s'agit de lui à accepter de faire le bilan du PEPFAR dans le pays. Il est au micro de notre correspondante à Lumumbashi, Gabriel Nina. Le PEPFAR, en fait, vise à contrôler l'épidémie VIH en s'alignant sur la stratégie 90-90-90 qui a été définie par l'ONU-SIDA. Ça veut dire on voudrait que 90% des personnes infectées connaissent leur statut sérologique, que 90% de ceux qui connaissent leur statut sérologique soient mis sous traitement ARV et que 90% de ceux qui sont sous traitement ARV puissent avoir une charge virale indétectable. Alors, le PEPFAR travaille directement avec des agences. Il y a 4 agences américaines qui sont bénéficiaires directs de fonds PEPFAR. Il s'agit de l'USAID, du CDC, du DOD et de la Public Diplomacy pour notre pays. Et ces agences n'exécutent pas les activités sur terrain. Ils recrutent des partenaires de mise en œuvre avec lesquels ils travaillent, à qui ils confient la mise en œuvre des activités sur terrain. Il s'agit notamment pour les partenaires ici présents dans le Haut-Katanga. Il y a ICAP, il y a SANRU, il y a MSH, il y a FHI 360, il y a PSI, il y a Provic IHP, il y a Elikia, et il y a beaucoup d'autres partenaires au niveau du pays, notamment For Children, ECPAF, VAO et beaucoup d'autres. Alors actuellement, le PEPFAR cible 3 provinces, la province de Kinshasa, le Haut-Katanga et le Lualaba. Et l'enveloppe globale des financements PEPFAR pour le pays est autour de 65 à 70 millions de dollars américains. Et quelles sont les activités que vous menez dans ces cadres et quel bilan pouvez-vous faire à ce jour? À ce jour, si nous devons faire un bilan, nous pouvons dire globalement qu'au niveau du pays, le PEPFAR a permis de mettre sous traitement, est en train de mettre sous traitement environ 57 900, près de 58 000 personnes sous ARV avec les fonds PEPFAR, et dont 27 000 sont dans le Haut-Katanga et 4 600 dans le Lualaba, ce qui est quand même des chiffres importants. D'autres réalisations globalement, on peut dire que pour la province du Haut-Katanga, il y a plus de 300 centres de santé et hôpitaux qui sont appuyés dans le domaine de la prise en charge du VIH par le PEPFAR, et cela dans presque toutes les zones de santé. Pour le Haut-Katanga, il y a 24 zones de santé qui sont appuyées, et pour le Lualaba, il y a 8 zones de santé qui sont appuyées. Le PEPFAR appuie également des laboratoires pour le suivi biologique des patients, donc on dépend beaucoup d'efforts là-dessus. Il appuie, il y a beaucoup d'activités de prévention qui sont menées au sein de la communauté et surtout au sein des groupes à haut risque. Il y a des activités d'approvisionnement en intrants VIH et même l'approvisionnement en préservatifs, mais aussi des activités d'appui à la surveillance épidémiologique de l'infection à VIH. Donc tout ça, ce sont les réalisations qui sont menées par le PEPFAR, l'ensemble des partenaires PEPFAR. Quel est le projet, un projet que vous avez déjà mené et pour lequel vous êtes fiers et qui a atteint le plus grand nombre? Waouh, ça c'est une question difficile pour nous, mais je pense qu'il y a plusieurs projets qui ont été exécutés par PEPFAR
et PEPFAR est fier de tous ces projets. Bien sûr, un accent particulier sur tous les projets qui ont contribué ou qui contribuent à la mise des patients sous traitement ARV. Et donc, tous ces projets qui contribuent à initier, maintenir les patients sous traitement, nous contribuent à contrôler rapidement l'épidémie. Et comme vous le savez, toutes ces personnes qui sont sous traitement, quand elles respectent bien, le risque infectieux est diminué. Et donc, on peut aller rapidement vers le contrôle de la maladie. C'est vrai que l'élimination prendra un peu de temps, mais on progresse vers le contrôle de la maladie. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur les terrains dans le cadre de ces activités? Oui, les difficultés principales qui sont rencontrées sur le terrain sont plus liées encore à des problèmes de perception de l'infection à VIH/SIDA au niveau de la communauté. Il y a une forte méconnaissance du VIH en général, il y a des problèmes d'ignorance, il y a le manque d'information qui fait que même les services, il y a aussi parfois des problèmes de faible utilisation des services, notamment pour ce qui est le dépistage. Très peu de gens connaissent leur statut sérologique. Or, connaître son statut sérologique est quand même une étape importante dans le programme de lutte contre l'infection à VIH/SIDA. L'autre difficulté grand talent, c'est toujours lié aux perceptions. Il y a encore beaucoup de stigmatisation dans la plupart de nos communautés. Cela a même une conséquence sur la rétention des malades dans le programme, qui est notre défi majeur. On déploie beaucoup d'efforts pour essayer de renforcer cette rétention, parce que vous savez que le traitement de l'infection à VIH, du moins actuellement connu, les traitements ARV, il demande à ce que le patient reste adhérent le plus longtemps possible et qu'il reste dans le traitement pour tout le reste de sa vie. Alors, l'arrêt des traitements ou l'interruption des traitements pose beaucoup de problèmes dans la prise en charge en termes d'échecs thérapeutiques et beaucoup d'autres problèmes. Voilà un peu les grands défis sur le terrain. Et là, nous devons travailler avec vous, les journalistes, mais aussi avec la communauté, tout le monde ensemble, pour sensibiliser davantage les malades, les patients, sur la déstigmatisation des personnes vivant avec le VIH, mais aussi sur l'encouragement de ceux qui sont sous traitement, de continuer le traitement, de rester adhérents. Si vous aviez une opportunité d'avoir plus de soutien dans ces cadres, quel est le projet que vous souhaiteriez mener? En fait, le PEPFAR, actuellement, nous avons une vision de nous orienter plus vers comme j'ai dit, les interventions, les activités qui vont dans le sens d'atteindre les objectifs 90-90-90. Ça veut dire que par rapport au premier objectif, la vision, c'est d'intensifier davantage les dépistages en favorisant les groupes dans lesquels on peut trouver le plus de patients VIH. Il s'agit notamment des malades tuberculeux, des malades qui souffrent des infections sexuellement transmissibles, des cas index, des partenaires des patients VIH positifs, des malades chroniques. Mais aussi privilégier les groupes peu atteints, notamment les adolescents, les hommes, qui ne sont pas toujours facilement atteints en raison parfois de leur disponibilité, de leur charge journalière. Il y a aussi, on voudrait privilégier un accent sur les groupes à haut risque, notamment les professionnels des sexes, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, qui sont des groupes assez importants dans la transmission de l'infection à VIH. L'insistance sera mise aussi pour atteindre ce premier 90 aux activités, à des stratégies qui favorisent le plus de dépistage possible, notamment le self-testing pour certaines populations clés, les stratégies mobiles par exemple, les stratégies avancées pour offrir les dépistages. Pour aller vers le deuxième 90, pour la vision du CDC, du PEPFAR globalement, et de renforcer davantage les efforts pour augmenter le nombre de patients qui sont sous traitement actuellement, c'est-à-dire il faut étendre le plus possible la couverture, il faut décentraliser les services, il faut intégrer davantage pour améliorer
l'accès aux services de prise en charge actuellement. L'autre volet, c'est renforcer, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adhérence, la rétention des patients. Donc il y a beaucoup d'activités. Nous aimerions bien mettre beaucoup de moyens dans les activités de renforcement de l'adhérence et de la rétention, tant au niveau des formations sanitaires que des communautés, parce que c'est très très important, c'est une clé importante pour la réussite du traitement. Enfin, le troisième volet, le traitement, quand on le prend, il est important de le surveiller, de faire un bon suivi. Voilà pourquoi, dans la vision du PEPFAR, c'est aussi de renforcer les laboratoires pour faciliter un bon suivi des patients VIH, mais pas seulement pour faciliter le suivi de ceux qui sont déjà sous traitement, mais aussi pour faciliter le dépistage de nouveaux patients. Donc, il y aura un accès, on devra mettre un accès important sur la disponibilité des tests, des réactifs, aussi bien pour le dépistage que le suivi biologique des patients. On devra favoriser, pour faire la promotion, pour augmenter le testing, pour augmenter la demande des examens de suivi, mais aussi on devra aussi améliorer le rendu des résultats et surtout l'utilisation de ces résultats par les prestataires afin qu'ils puissent évaluer correctement leurs patients. Donc c'est important. Enfin, le PEPFAR va continuer à accompagner le pays, le programme national de lutte contre le sida et tous les autres programmes pour le contrôle total de l'épidémie du VIH en RDC. Et un dernier mot pour conclure? Oui, un dernier mot, c'est que le PEPFAR va continuer à accompagner le pays dans la lutte contre le sida. Il y a encore beaucoup à faire, certainement, mais nous sommes sur la bonne voie vers le contrôle de l'infection à VIH. Ce que nous pouvons demander à tous les patients, c'est de rester fidèles, de rester adhérents à leur traitement, de rester le plus longtemps possible en train de prendre quotidiennement le traitement qui leur a été prescrit, et à la communauté d'utiliser, de se souder les coudes pour la lutte contre ce fléau du siècle, en se faisant tester régulièrement et en encourageant, en accompagnant toutes les personnes qui sont sous traitement afin qu'elles puissent y demeurer le plus longtemps possible. Nous remercions le docteur Lucien Kalenga qui nous répondait depuis Lumumbashi en RDC. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire où le PEPFAR est mis en œuvre à travers certaines organisations comme la Fondation Elisabeth Glaser. Cette fondation spécialisée dans la lutte contre le sida chez les enfants opère dans le pays depuis 2004 et c'est justement depuis Abidjan, la capitale ivoirienne, que nous avons contacté le docteur Joseph Atia. Il est le directeur des services techniques de la fondation. Il a fait avec nous le bilan des activités menées dans le cadre du PEPFAR. Il nous présente tout d'abord la Fondation Elisabeth Glaser. Nous sommes une organisation non gouvernementale de droit des États-Unis d'Amérique, une association à but non lucratif qui a été créée en 1988 pour perpétuer donc le combat d'Elisabeth Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique. Un combat qu'elle a commencé à mener à partir d'un drame familial. Et donc la fondation est présente dans 19 pays à travers le monde. La vision de la fondation, c'est d'œuvrer sans relâche pour accélérer les découvertes scientifiques et promouvoir l'émergence d'un monde dans lequel les enfants et les familles vivent sans le VIH-Sida. Et dans cette optique, la Fondation donc s'est fixé un certain nombre de missions. Il s'agit avant tout d'encourager donc toutes les initiatives de recherche sur la prévention, les soins et les traitements du VIH-Sida pédiatrique, de soutenir les programmes de prévention du VIH de la mère à l'enfant, ainsi que les soins et traitements aux enfants et aux familles touchées donc par le VIH-Sida, d'accroître son leadership au plan mondial pour l'éradication du sida pédiatrique, avec une redevabilité éprouvée, qui est efficiente et qui agit avec intégrité dans tous les aspects de sa mission. Depuis 2004, vous collaborez avec le gouvernement américain dans le cadre du PEPFAR. Comment ça se passe? Expliquez-nous la nature de cette collaboration-là. Nous travaillons en parfaite intelligence avec le gouvernement ivoirien, à partir donc de l'appui financier du PEPFAR pour soutenir les programmes de prévention, de soins et de traitements qui bénéficient, ainsi que je le disais tantôt, aux enfants, aux familles et à toutes les personnes en tout cas qui sont exposées à cette affection-là. En Côte d'Ivoire, nous soutenons au plan technique 23 districts sanitaires dans 9 régions sanitaires et cela intègre bien entendu plus de 200 structures de santé, donc des établissements de soins, que ce soit des structures donc publiques ou que ce soit des structures qui relèvent du milieu associatif ou communautaire pour justement élargir les services de prévention, de soins et traitement du VIH à l'ensemble des populations ivoiriennes.
Alors, quel est le type de projet visible, le type de projet qui bénéficie au plus grand nombre, qui touche concrètement la population ivoirienne? Est-ce que vous pouvez nous donner un cas précis avec des résultats précis depuis que vous collaborez avec le PEPFAR? Nous avons, il faut le dire, 3 projets essentiels. Il y a un projet de service de soins et traitements en milieu clinique, donc le projet Diasso. Il y a également un projet à base communautaire, le projet Kenya Dougou. Ce sont des projets qu'on retrouve, ainsi que je disais tantôt, dans les 23 districts et 9 régions sanitaires, donc à travers le pays. Nous avons également un projet qui contribue donc au développement des compétences des ressources humaines en santé, donc le projet ECO. Et puis, il y a un projet qui bénéficie d'un autre type de financement, mais qui vient justement capitaliser et renforcer donc la réponse pour la prise en charge pédiatrique, c'est le projet Point of Care United. Mais les 3 projets principaux qui bénéficient d'un financement du PEPFAR sont le projet Diasso, le projet Kenya Dougou et le projet ECO. Nous avons travaillé à ce que plus de 1 400 000 femmes enceintes soient touchées par les services de prévention de la transmission mère-enfant, qu'au moins 1 million de ces femmes-là soient testées donc, pour le VIH, que plus de 150 000 personnes, dont plus de 13 000 enfants, aient été enrôlés donc, dans les soins pour bénéficier du traitement antirétroviral. Plus de 95 000 personnes, dont au moins 6 340 enfants, ont initié le traitement antirétroviral. Plus de 100 000 personnes ont été conseillées, testées et reçu le résultat du test donc en milieu communautaire. Et plus de 77 000 personnes ont bénéficié des messages sur la prévention sexuelle. Et bien entendu, pour ce qui concerne les orphelins et enfants vulnérables, c'est plus de 30 000 qui ont bénéficié des services de soins et soutien. Donc là, ce sont les principaux résultats en termes de bénéficiaires directs. Est-ce qu'il y a quelques entraves, quelques difficultés que vous rencontrez dans la réalisation de vos activités? Nous éprouvons en tout cas une réelle fierté d'être premièrement vus par le CDC PEPFAR en Côte d'Ivoire comme une des organisations les plus importantes en termes d'accomplissement programmatique et que pour nous, c'est également une fierté de collaborer, de continuer à travailler de façon étroite avec le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pour l'expansion des services de prévention, soins et traitement du VIH-Sida. Bien entendu, à côté de cela, il y a un certain nombre de contraintes, mais que nous positivons dans la logique justement de la pérennisation de nos activités. C'est de continuer à renforcer donc le leadership national en vue de l'appropriation, mais également en vue de la redevabilité aussi pour une continuité donc de nos interventions. C'est également de soutenir les compétences nationales, à travailler un peu plus à l'utilisation des données pour la prise de décision et l'amélioration continue de la qualité des interventions. Donc ce sont des éléments qui peuvent être des petites difficultés, mais pour lesquelles nous continuons de travailler en soutenant pleinement le gouvernement de Côte d'Ivoire dans la logique de la pérennisation des interventions. Il y a également des aspects importants liés à la rétention des patients dans les soins. Et pour cela, nous avons développé des approches de travail qui nous ont permis en tout cas d'améliorer de façon substantielle la rétention des patients dans les soins. Et la nécessité également pour nous aujourd'hui de tenir compte de ce que le visage de l'épidémie a changé et que les adolescents, mais également les adolescentes jeunes filles notamment, entre 15 et 24 ans, puissent bénéficier de services complets pour justement donner un nouveau visage à cette épidémie-là dans la logique du contrôle. Et puis, bien entendu, la prise en charge pédiatrique reste pour nous un pan essentiel de notre action en Côte d'Ivoire. Et justement, c'est la question que j'allais vous poser pour terminer cet entretien. Et quelles sont vos ambitions à court et à moyen ou à long terme grâce au fonds du PEPFAR? Si vous recevez davantage de fonds, quels sont les projets qui seront prioritaires pour le futur? Nous continuerons, comme je le dis, de travailler dans la même logique, mais surtout de consolider les acquis en tenant compte des principes qui ont été dictés par le PEPFAR, à savoir renforcer la qualité et l'expansion des programmes pour maximiser l'impact des interventions en vue du contrôle de l'épidémie. Dans les districts où l'épidémie est la plus importante, faire les choses au bon moment en intensifiant justement les interventions clés dans les zones qui nous paraissent donc prioritaires pour tester et traiter toutes les personnes qui sont exposées à la maladie. Faire en sorte que 95% des personnes qui sont touchées par la maladie connaissent leur statut,
que 95% de ces personnes-là, dont le statut est connu, puissent bénéficier d'un traitement antirétroviral continu, que ces personnes-là soient maintenues dans les soins pour que la suppression virale intervienne sur 95% des personnes activement sous traitement. Pensons que si nous inscrivons nos interventions dans cette logique, bien entendu, nous aurons apporté une part importante à l'inversion de l'épidémie en Côte d'Ivoire. Nous remercions le docteur Joseph Atia qui nous répondait depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Si vous avez des questions sur le PEPFAR ou si vous avez des questions pour nos invités, contactez-nous sur la page Facebook de l'émission Votre Santé, Votre Avenir. Et Votre Santé, Votre Avenir s'écrit sans accent et en un seul mot. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos questions de santé. Cette semaine, notre correspondante Gabrielle Nina a recueilli les questions auprès de nos auditeurs de Lubumbashi en RDC. Nous avons sélectionné l'une des questions et notre consultant, le docteur Armand Genkap, y a répondu. Le docteur Armand Genkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Docteur, comment expliquer qu'aujourd'hui il y a des femmes qui mettent au monde des enfants qui ont des malformations? Des enfants qui naissent au monde avec des malformations, on qualifie ces malformations de malformations congénitales. Et les causes des malformations congénitales sont multiples. Je vais ici énumérer notamment 3 causes. La première cause de ces malformations vont être des anomalies chromosomiques, à savoir qu'il y a une aberration au niveau de la structure du chromosome. La deuxième cause, qui représente à peu près un tiers des causes qu'on peut retrouver dans les malformations congénitales, ce sont des anomalies génétiques, à savoir qu'il y a une mutation dans les gènes des cellules lors de la constitution de l'enfant. Et la troisième cause, c'est ce qu'on appelle les embryopathies. Les embryopathies, en fait, c'est des maladies de l'embryon. Et là, c'est souvent là où nous retrouvons la majorité des causes qu'on peut éviter. On a dans un premier temps l'exposition à des radiations ionisantes, à des rayons X. Cette exposition d'une femme enceinte à des rayons X peut être source effectivement de malformations congénitales. On a aussi des causes toxiques. Là, c'est par exemple la femme qui va par exemple prendre un médicament qui est connu comme étant tératogène, à savoir qui est connu comme pouvant provoquer des malformations. On a aussi l'alcoolisme. L'alcoolisme, une femme qui est enceinte et qui prend de l'alcool de façon abondante peut voir son bébé souffrir net avec un certain nombre de malformations congénitales. Et puis il y a un certain nombre d'infections aussi qui peuvent être des causes de ces malformations congénitales-là. La rubéole, cytomégalovirus, la toxoplasmose, qui est une maladie parasitaire, la rubéole. Donc ça, c'est des causes infectieuses qu'il faut vraiment éviter chez la femme enceinte. Une femme enceinte doit vraiment éviter d'attraper ces maladies-là, parce que c'est des maladies qui peuvent provoquer ces malformations chez le bébé à sa naissance. C'est pour ça que le conseil que je vais pouvoir donner à cet auditeur, c'est vraiment pour éviter ces malformations congénitales. Si on ne peut pas faire grand-chose concernant les anomalies chromosomiques ainsi que les anomalies génétiques, il faudrait surtout éviter d'être exposé à des facteurs environnementaux comme les rayons X, la prise de médicaments qui peuvent être délétères et l'exposition à certaines infections. Et voilà comment on peut éviter certaines malformations congénitales chez un enfant. Merci docteur. C'est ici que prend fin Votre Santé, Votre Avenir. Cette édition était consacrée au PEPFAR, le plan d'urgence du gouvernement américain dans la lutte contre le sida. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Lucien Kalenga. Il est représentant du CDC, le Centre de prévention et de contrôle des maladies dans le Haut-Katanga en RDC. Il nous a présenté les activités, les bénéficiaires et le bilan du PEPFAR en RDC. Depuis Abidjan, nous avons écouté le docteur Joseph Atia, directeur des services techniques de la Fondation Elisabeth Glaser en Côte d'Ivoire, une fondation qui reçoit les fonds du PEPFAR. Il nous a expliqué ce qui se fait dans le pays et les projets en vue pour les enfants exposés ou victimes de la pandémie du sida. Notre consultant, le docteur Armand Genkap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci également à Firmin Koyaweda qui était là comme toujours pour présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à notre correspondante Gabrielle Nina qui a réalisé l'interview du docteur Kalenga. Elle a également recueilli les questions des auditeurs. Louis Robat était à la console. Georges Léonard Sagnon signe la réalisation de cette édition.
À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mamadou Oumfa. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.